êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de regarder votre magazine sur Z Télévision avec Floride. Aujourd'hui, un nouvel acteur politique en République démocratique du Congo, Jean-Serge Tchiben, un habitué des médias, de la communication. Il est d'ailleurs secrétaire national en charge de la communication et médias de son parti, le PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Avec lui, nous allons commenter l'actualité politique en RDC. Il est notre invité. Jean-Serge, merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. C'est avec plaisir que je suis venu répondre à votre invitation. Ça fait très longtemps. Nous vous remercions infiniment et nous allons passer un bon moment de télévision et nous essaierons d'analyser, commenter l'actualité politique, mais aussi donner la position de notre parti par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà. Alors, on va d'abord commencer à parler de votre parti. Dans cette émission, comment il se porte le parti, le PPRD, après ce silence, après avoir boycotté les élections, comment se porte votre parti? Évidemment, le PPRD se porte mieux. Nous sommes un parti qui était né au pouvoir. Nous avons connu plusieurs phases en termes d'évolution. Nous avons eu des coalitions quand nous étions au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons une posture en tant que parti politique de l'opposition. Nous avons connu des départs. Nous avons pris l'option de ne pas participer aux élections. Nous avions donné des raisons qui sont des raisons valables et qui tiennent la route jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en phase dans l'optique de travailler pour une opposition républicaine, mais aussi une résistance face à tout ce qui se passe dans notre pays. C'est quoi la différence entre opposition et résistance? Opposition, ce sont des personnes qui ont accepté d'abord de prendre part aux élections, des opposants, accepté de prendre part aux élections, malgré la situation chaotique qui a accompagné ces procès électoraux, qui est arrivé aujourd'hui au stade des élections sénatoriales et je crois provinciales. Ceux, après la publication des résultats, ont accepté d'accompagner Félix Tshisekedi dans les institutions et acceptent aujourd'hui de prendre part aux élections sénatoriales, provinciales, mais aussi à ligne des candidats à des postes importants au niveau de l'Assemblée nationale, au Sénat, d'une manière générale. Ça, c'est l'opposition. Ça, c'est l'opposition. Et vous, nous sommes des résistants. C'est-à-dire? Résistants, nous avons boycotté les élections pour des raisons que vous connaissez. Et aujourd'hui, nous estimons que notre position était une position salvatrice parce que nous avons eu des élections chaotiques en République démocratique du Congo. Ça, on le sait. Des élections qui ont mis 7 jours pour se dérouler et qui ont donné des résultats chaotiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de résister à la délinquance économique, nous sommes en train de résister à la fraude à tous les niveaux, nous sommes en train de résister au détournement qui est devenu une monnaie courante dans notre pays. Nous sommes en train de résister à tous les anti-valets qui gangrènent ce régime de l'Union sacrée de M. Félix Tshisekedi. Monsieur Serge, entre vous et moi, est-ce que c'est la première fois dans ce pays, en RDC, que nous ayons des élections chaotiques? C'est la première fois. Les élections chaotiques, de la manière que ces élections ont été organisées par Kadima, non. Ah bon? Quelle est la différence entre Kadima et Nanga? La différence... En tant que président de la CENI. La différence est à plusieurs niveaux. Oui. Nanga a organisé un procès électoral accompagné par tous les acteurs de la vie nationale. Nous nous étions mis d'accord sur le loi qui devait accompagner le procès électoral. Nous sommes allés aux élections avec ceux qui étaient d'accord de faire ces élections-là. L'opposition de ce temps-là n'était pas d'accord avec la machine à voter. Non, l'opposition de cette époque-là qui était incarnée par l'UDPS a pris part à ces élections. Malgré eux. Et ils avaient accepté. D'ailleurs, c'est par la voix de Félix Tshisekedi qui avait dit avec ou sans machine, nous aurons des élections. Et nous sommes allés à ces élections-là. Fayoul, Martin Fayoul, qui représentait cette opposition multiple, avait pris part à ces élections-là. Donc, sur base de principe, nous étions tous d'accord. Nous sommes arrivés aux élections, nous avons respecté le timing électoral. Les timings voulus par les lois, notamment la Constitution, la loi électorale
et toutes les lois en cette matière. Nous avons eu des élections sur toute l'étendue du territoire national et nous avons eu des élections avec des observateurs. Nous avons eu des élections avec un fichier électoral audité. Nous avons eu des élections nous avons eu des élections avec des témoins de tous les partis politiques qui avaient pris part à ces élections et qui avaient de PV aux sorties de bureaux de vote. Nous avons eu des élections qui étaient accompagnées par des observateurs au niveau national, au niveau de la sous-région, mais aussi les observateurs de l'UEF. Nous avons eu des élections, pour conclure sur ces chapitres, des élections qui, à la fin, nous ont donné un opposant qui est arrivé à la tête du pays. Même s'il a été contesté par un autre opposant. Je vais y arriver. Oui. Nous avons eu des élections pour la première fois en République démocratique du Congo, des élections organisées par des Congolais. Nous avons eu des élections financées par la République, notamment l'État, et nous avons eu des élections avec la machine à voter plutôt, une invention congolaise certifiée au niveau international, produite par l'intelligence congolaise. Donc, cette élection ou ces élections que nous avons organisées en 2018 ont un caractère national et surtout, ce sont des élections qui nous ont donné une certaine indépendance. Ça, c'est Nanga. Sur le plan fonctionnel et sur le plan de la République comme une nation. Oui. Alors, ce qui n'est pas le cas avec Azadi. Ce qui n'est pas le cas avec Azadi. Dès le départ, M. Denis Kadima a divisé la classe politique. Il n'était pas d'accord ou il n'était pas prêt. Il ne faisait pas l'unanimité. D'abord, il ne faisait pas l'unanimité. Et lui, en tant que président, n'était pas d'accord ou n'était pas prêt à unir les forces vives de la nation pour accompagner ce processus. Dès le départ, les fondations qui devaient être jetées étaient d'abord de fausses fondations où cette ligne-là a été biaisée dès le départ sur le plan de l'unité. Deuxièmement, on arrive au moment où on devait discuter sur les lois, notamment la loi électorale. C'est la loi qui doit mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est la loi qui doit permettre aux uns et aux autres de se sentir à l'aise afin de compétir librement comme candidat. Cette loi nous a divisés. Cette loi a été taillée sur mesure pour le compte de l'Union sacrée par M. Kadima et tous les acteurs de l'Union sacrée. Nous sommes allés au-delà. Au moment où on s'organisait, que ceux qui voulaient prendre part au processus électoral pour créer une sorte d'inclusivité, de transparence électorale, de paix et surtout pour renforcer ou consolider les acquis sur le plan démocratique, M. Kadima et sa bande ont décidé ou avaient décidé à cette époque-là de prendre des gens que nous n'avons pas envoyés au niveau de notre famille politique pour le mettre au niveau de la CENI comme représentant du FCC. Mais Moutamba, il est de votre, non? Moutamba n'a jamais été mandaté. Monsieur Didi Manara, oui. D'ailleurs, avant d'être confirmé par le chef de l'État, Manara a été radié du PPRD et du FCC. Et AG Matembo. AG, c'est un cabiniste. Cabiniste, oui, mais qui n'était pas désigné par la famille politique pour nous représenter. Vous vouliez qui finalement? Nous voudrions que ces processus à l'époque puissent suivre le cours normal parce qu'il y avait une correspondance qui a été adressée au parti politique. Donc le parti politique, oui, s'est préparé pour envoyer officiellement les noms et les personnes mandatées et habilitées à nous représenter à ce stade-là. M. Mbousso, M. Kadima, M. Félix Tshisekedi avaient décidé autrement de puiser à leur manière dans le FCC, prendre des personnes que eux voulaient pour le manipuler. À ce stade-là, ces personnes sont parties. Donc, vous voyez qu'il y a sur plusieurs points, le processus électoral organisé par M. Nanga est vraiment différent de celui organisé par M. Kadima. D'où le plus chaotique. D'où le plus chaotique. Et en termes de moyens, M. Kadima a demandé plus d'1 milliard de dollars pour l'organisation de ces élections chaotiques. Mais vous êtes un journaliste chevronné, vous êtes sans oublier qu'à l'organisation des élections sénatoriales et provinciales de gouverneurs,
M. Kadimanda a demandé l'argent au Trésor public, a demandé l'argent à l'État, chose qui n'était pas faite à l'époque de Nanga. L'argent a été décaissé pour tout le processus électoral dans sa globalité. Ici, nous avons déboursé 1 milliard de dollars pour avoir une carte d'électeur qui n'était pas sécurisée, lisible, pour avoir une carte d'électeur qui n'était pas lisible, pour avoir une carte d'électeur qui n'a pas permis d'avoir la transparence électorale. Alors aujourd'hui, le PPRD est complètement débouté, vous n'êtes pas dans les institutions, pas des mandataires, tout ça. Est-ce que vous, à titre personnel, vous regrettez ce choix? C'est un choix judicieux, un choix salvateur, un choix de la détermination par rapport à nos engagements. Parce que nous ne pouvons pas faire une chose et son contraire à la fois. Nous avons refusé le procès électoral, nous avons refusé de prendre part aux élections, et la suite logique, aujourd'hui, c'est normal que nous ne puissions pas avoir de cadre dans les institutions. Donc, nous assumons pleinement notre choix et nous sommes en train de continuer à travailler pour continuer à revendiquer ce que nous avions revendiqué avant les élections, pendant les élections et maintenant. Et nous estimons que nous sommes sur une bonne voie et que ceux qui devaient nous écouter, la population, a compris que le PPRD avait fait un choix salvateur et c'était le choix judiciaire qu'il fallait faire dans le système, à cette époque-là. Mais dans le système politique congolais, soit on est de la majorité, soit on est de l'opposition, la résistance, le système congolais ne le reconnaît pas. La résistance, c'est une... Nous sommes tous opposants. La seule différence est au niveau des concepts, comme je vous ai dit. D'accord. La nuance est là, c'est au niveau des concepts. Oui. Nous sommes tous opposants, nous sommes dans l'opposition. Et la seule différence, je venais de donner les étapes que nous avons suivies, qui fait aujourd'hui que nous serons différents des autres opposants et qui sont dans l'opposition avec nous et de manière générale. Voilà. Jean-Serge Chibane, est-ce que vous estimez que le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, porte toujours le PPRD dans son cœur en vue de pouvoir, si jamais les conditions le veulent, reconquérir encore le pouvoir? Bien évidemment, parce que il est président national du PPRD, il est autorité idéologique, il est autorité morale du FCC, le PPRD c'est son parti, c'est le numéro 1 du parti. Donc, il porte à cœur ces partis. C'est le parti phare aujourd'hui de l'opposition et c'est le plus grand parti de la République démocratique du Congo. C'est le parti le mieux structuré, les partis les mieux implantés sur le terrain. Donc, Joseph Kabila, c'est un homme politique pour jauger sa force politique, il faut faire appel à ses structures politiques. Ici, à ce que je sache, le bras séquilier de Joseph Kabila, la force intrinsèque de Joseph Kabila, ce sont ses outils politiques, notamment le PPRD et le FCC. Alors, est-ce qu'il prend part aux réunions stratégiques? Il ne s'exprime pas, il ne parle pas, on ne connaît pas ses positions. Même quand vous êtes ensemble avec les cadres du parti, il n'est jamais là. Non. Dire qu'il n'est jamais là, c'est faux. En 2022-2023, Joseph Kabila, notre président national, a pris part aux activités du parti. Nous avons organisé une réunion du bureau politique à Genève. C'était la réunion du bureau politique qui dirigeait par le président national, Joseph Kabila. Les images existent et les photos, les vidéos existent. Nous avons eu un entretien avec le président national Akin Nakati, avant d'ailleurs qu'il se rende à Lubumbashi. Nous étions là, moi personnellement, la cellule de communicateurs ou de communicants du FCC et certains cadres du FCC, nous étions avec lui, nous avions discuté sur plusieurs sujets concernant la politique dans notre pays. Nous avons partagé en fraternité et les options qu'on devait prendre sur le plan politique dans la famille politique, au PPRD ou au FCC. Il nous a donné des lignes directives, il nous a donné des orientations précises par rapport à notre position, par rapport à nos engagements. Et c'était une grande activité. Après cela, il a tenu aussi des réunions à Kinshasa, des réunions de manière individuelle, parce que vous êtes sans oublier qu'après ces vents de vagabondage politique et transhumance, le président national, en tant qu'acteur politique, nous avons eu plusieurs défections, nous avons eu plusieurs déceptions aussi, parce que beaucoup de cadres sont partis, il fallait rectifier la manière de faire
en ce qui concerne des réunions, en ce qui concerne des contacts. Et il a eu, à ce stade, plusieurs réunions avec des cadres du parti, de manière individuelle. Et à Lubumbashi, il a rencontré la famille politique, le cadre du parti à Lubumbashi. Donc, il est au fond au moulin pour la réorganisation du parti, mais aussi pour la reconquête du pouvoir en tant que président national. Bien. Alors, il y a une certaine analyse, opinion congolaise, qui estime que le fait qu'il ait rempli pour 2 mandats, sénateur à vie, Joseph Kabila ne pourra plus jamais redevenir président de la République. Vous croyez qu'un jour, président de la République, Joseph Kabila? Le secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadari, avait lancé un débat à l'époque sur cette question. Il avait demandé à tous ceux qui avaient des avis contraires concernant cette question de venir faire un débat contradictoire avec lui. On n'a pas vu de professeurs, on n'a pas vu de scientifiques qui voulaient discuter de ces sujets et demander les débats contradictoires, débarder le face-à-face avec... Donc vous croyez qu'il pourra redevenir un président de la République? Débat. Joseph Kabila sera bel et bien notre candidat le jour où nous allons nous décider d'aller aux élections. Il sera candidat. Il sera candidat. Si ça sera les élections de 2028, si ça sera des élections, c'est pas après 2028, mais Joseph Kabila est éligible. Il avait fait ses 2 mandats, il a mis une pause, il a laissé aux autres continuer. Il est redevenu normal, il est redevenu éligible et il est candidat. À moins que lui seul décide, que le parti décide, voilà, qu'il ne sera pas candidat, c'est un démocrate, qu'on puisse mettre quelqu'un d'autre, qu'on puisse aligner un autre candidat pour la continuité de ses idées, de ses programmes, et ça sera tout à fait normal. Vous vous basez sur quel texte légal pour... Mais les textes sont clairs, lisez la Constitution est claire, lisez la loi sur, la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État, cette loi est claire, aucune loi concernant la Constitution ou la loi que je venais de citer ici n'interdit à Joseph Kabila d'avoir un autre mandat. Donc, c'est un faux débat. Et sénateur à vie, ça ne vous dit rien? C'est un titre honorifique. C'est un titre honorifique qui n'a rien à voir avec le mandat. Parfait. Alors, on va continuer à parler de l'actualité, toujours en République démocratique du Congo. On va parler du secteur des aspects sécuritaires en RDC. Pourquoi est-ce que les jeunes, ce sont les jeunes de votre parti qui font allégeance à un groupe armé, le M23, dirigé aujourd'hui par Colonel Nangue, disons l'AFC de Nangue? Pas ailleurs que c'est vous. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me laisser un peu de temps pour aborder cette question. D'abord, le PPRD est un parti politique qui a des statuts, qui a un règlement d'ordre intérieur. On adhère dans un parti politique librement. On tient compte des conditions qui sont fixées dans nos statuts. Et nos camarades avaient adhéré à l'époque librement et ils ont estimé de continuer la lutte politique dans un autre mouvement. Ils sont partis librement. Donc, ce sont nos ex-camarades qui n'ont plus un contact en termes d'idées, en termes des idéaux avec notre parti. Parce que notre parti... Ils ne sont plus de votre parti. Ils ne sont plus de notre parti. Dès que vous quittez les PPRD pour faire allégeance à un mouvement politico-militaire et tout ça, vous sortez du cadre qui nous régit. Parce que nos statuts sont conformes à la Constitution. Nos statuts... Mais ayez l'habitude de le dire. Visiblement, vous ne le dites pas. Nous le disons chaque jour. Nos statuts sont conformes à la loi qui donne d'ailleurs le pouvoir organisationnel, structurel et fonctionnel du parti politique, qui est la loi des partis politiques, et nos statuts sont conformes par rapport à la loi portant statut de l'opposition. Donc, dès que vous sortez de ces cadres-là, vous n'êtes plus membre du PPRD. Et concernant nos ex-camarades, ils sont partis librement. Le PPRD n'avait pas besoin de faire un communiqué pour signaler leur départ ou condamner ou je ne sais pas quoi. Parce que on ne peut pas appuyer, on ne peut pas affoncer une porte qui est déjà ouverte. Ce n'était pas important. Nous avions sanctionné dans notre parti les camarades qui étaient partis au-delà ou outre nos statuts. Je vous ai donné le cas de M. Didier Manara. Il a été sanctionné, même radié du parti, radié du FCC, parce qu'au moment... Là, vous avez estimé que c'était important. Non, parce qu'il était encore membre du PPRD.
On ne sanctionne pas quelqu'un qui est déjà parti. Didi Manara était membre du PPRD. Il a été mandaté pour le PPRD, pour le compte du FCC, de jouer un rôle bien précis. Il est allé au-delà de ses attributions qu'on lui avait confiées. Donc, en tant que parti, il devait être sanctionné. C'est normal. Nous avons eu aussi à sanctionner certains camarades, que je ne citerai pas ici, pour des fautes disciplinaires graves vis-à-vis de nos idéaux, vis-à-vis des non-valeurs que nous défendons en tant que parti. Donc, il était important de le faire. Mais nous ne pouvons pas nous réunir et statuer sur des personnes qui sont déjà parties. C'est une logique et nous sommes restés accrochés à nos valeurs et à nos textes. Nos camarades qui sont partis ne sont pas les premiers à rejoindre l'OM 23 et l'AFC. Le premier Congolais à rejoindre l'OM 23, c'est M. Willy Ngoma. Willy Ngoma est qui? Willy Ngoma, c'est un ancien cadre de l'UDPS, proche collaborateur de certains cadres de l'UDPS d'hier, parti de l'opposition, aujourd'hui au pouvoir. Willy Ngoma revendique haut et fort, officiellement, publie même ses photos et les vidéos en tenue de l'UDPS sur ses différents comptes des réseaux sociaux. On n'a pas demandé à Kabouya de faire un communiqué pour aider Willy Ngoma. On n'a pas demandé à M. Félix Tshisekedi de désavouer Willy Ngoma. On n'a pas demandé au comité dirigeant de l'UDPS, des structures du parti, les structures du parti UDPS, de statuer sur Willy Ngoma. À part Willy Ngoma, nous avons eu Jean-Jacques Mamba, cadre du MLC, qui n'est pas de l'UDPS, dernier porte-parole du MLC, proche collaborateur de Jean-Pierre Bemba, qui a quitté Jean-Pierre Bemba. Chez vous, c'est bon. Pour rejoindre l'AFC, oui. On n'a jamais demandé à Jean-Pierre Bemba de faire un communiqué et des sanctions CRDS. Ce qui inquiète chez vous, ils sont aujourd'hui, 3 ou 4 cadres de l'UDPS au niveau du Canada, au niveau de l'Afrique du Sud, ont rejoint Konenanga. Donc, le nombre, comme les gens ou les Quinois, les Congolais veulent parler du nombre, aujourd'hui, quand vous prenez le nombre de membres de l'UDPS dans l'AFC et le nombre de cadres du PPD, des anciens camarades du PPD qui sont aujourd'hui dans l'AFC, le nombre est égal. Pourquoi on ne demande pas à Kabouya de faire un communiqué sur ça? Donc, nous estimons que c'est un faux débat. Ce sont des compatriotes. Mais sur base de la raison. Ils ont des raisons qu'ils avancent par rapport à leur départ, par rapport à ces mouvements. Vous êtes journaliste, vous devez avoir aussi le courage, le temps de les appeler, les contacter, parler avec eux, faire des interviews, pour avoir aussi leur son de cloche. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi aujourd'hui des jeunes pleins d'espoir, des jeunes qui pouvaient servir la nation, s'accrochent et prennent la route de la rébellion? C'est parce qu'aujourd'hui, cette volonté de vivre ensemble, ces liens de solidarité, de l'unité nationale n'existaient pas. C'est parce qu'aujourd'hui, la République est une république des hommes forts, parce que vous êtes de la majorité. La République, aujourd'hui, c'est une république qu'il faut absolument bafouer les lois, marcher sur les lois de la République, parce que vous êtes de la majorité. Aujourd'hui, nous avons une république à double vitesse. Vous êtes de l'opposition, vous êtes marginalisé, vous êtes de l'opposition, vous êtes traqué, vous êtes jeté injustement en prison. Si vous êtes du pouvoir, et quand même que vous violez la loi, vous êtes sécurisé. Si vous êtes arrêté et jeté en prison, une fois vous arrivez en prison, 2 jours ou 3 jours après, vous êtes libéré, vous êtes dehors, vous vaquez librement. Monsieur Jean-Serge, je vais vous poser cette question. En quoi le régime de Félix Tshisekedi est différent du régime Kabila? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, ce sont les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. En quoi ce régime est différent du vôtre? Je vous donne seulement quelques points. Allez-y. Sur plusieurs plans, sur plusieurs options, nous sommes totalement différents. Le régime Kabila a permis à cette nation d'être appelée nation. Parce que nous étions une nation en voie de disparition. Ah, comment ça? Expliquez-vous. Quand Joseph Kabila prenait le pouvoir, les juristes, des éminents professeurs, des politologues, des professeurs de droit faisaient les débats sur l'appellation de la République démocratique du Congo. Certains pensaient même
qu'il était à cette époque-là indigne que la République démocratique du Congo soit appelée encore État. Parce que certains, les autres avançaient de raison que la République, à cette époque-là, ne remplissait plus les conditions pour être appelée République. Parce que nous étions une République en voie de balkanisation. Nous étions une République, On l'est toujours. disloquée, nous étions une République fragilisée sur le plan économique, nous étions une République divisée, nous étions une République où, pour arriver à Goma, vous deviez mettre le préfixe ou appeler le préfixe, mettre le préfixe du Rwanda. Mais ça, c'est du fait de la guerre. Oui. Donc, Joseph Kabila a donné encore le corps à cette République pour qu'il soit appelé République. Joseph Kabila, qui avait trouvé une dette extérieure de 15 milliards de dollars, qui avait trouvé des institutions non viables, qui avait trouvé une économie avec une inflation de plus de 1000%, qui avait trouvé les signaux ou les signes macroéconomiques déjà au rouge, a travaillé pour que nous puissions avoir une armée républicaine, qu'il avait laissé à la 8e position. Joseph Kabila, qui avait trouvé 4 rébellions et 167 groupes armés, avait travaillé à cette époque-là pour que nous puissions plus avoir des rébellions et mettre hors état de nuire ces 167 groupes armés. Joseph Kabila avait travaillé pour éponger la dette extérieure qu'il avait trouvée de 15 milliards de dollars. À peine cette dette variait entre 1 milliard ou 800 millions de dollars. Joseph Kabila, qui n'avait pas trouvé une armée quasi inexistante, a travaillé pour que nous puissions avoir une armée forte, républicaine, dissuasive, à la 8e position sur le plan africain. Joseph Kabila a travaillé pour qu'enfin la République démocratique du Congo puisse avoir des lois, notamment la loi fondamentale qui est la Constitution, des lois spécifiques. Joseph Kabila a mené avec tous ceux qui l'avaient accompagné des lois de réforme pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de la Cour constitutionnelle, du Conseil de l'État. Il fallait un Joseph Kabila avec ses différents cadres de l'époque pour parler aujourd'hui du Conseil économique. Si aujourd'hui nous parlons du Conseil économique, si aujourd'hui nous parlons de l'Assemblée nationale, du Sénat, si aujourd'hui nous parlons des assemblées provinciales et tout ça, c'est grâce à Joseph Kabila. Ce sont des réformes. Si aujourd'hui on parle de la sous-traitance, la loi sur la sous-traitance qui était un domaine réservé aux expatriés dans les domaines de mines, aujourd'hui nous avons des Congolais qui peuvent œuvrer dans la sous-traitance, c'est juste grâce à Joseph Kabila. Si nous pouvons parler, alors en quoi ces choses ont changé? Code minier, oui, code minier, la seule source de revenus aujourd'hui pour les trésors publics, c'est grâce à Joseph Kabila. Donc, Joseph Kabila a donné une place de choix à la République. Joseph Kabila a redonné aux Congolais le goût de vivre ensemble, de travailler. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous estimer que la nation est en train de disparaître. Oui. La nation est plus que divisée. Après ces élections du 20 décembre, les Congolais aujourd'hui sont plus que divisés. Aujourd'hui, nous avons une économie qui ne marche pas bien, une économie qui souffre du fait de chocs Mais Nicolas Kazadi a quand même pu ramener aujourd'hui les recettes de l'État à plus de 16 milliards, on le dit. Je vais y arriver. Allez-y. Aujourd'hui, nous avons une économie faible, une économie frappée par des chocs exogènes et endogènes. Aujourd'hui, nous avons un budget, le fameux budget de 16 milliards, mais qui n'arrive pas à impacter la vie économique et sociale de la population. Alors, sous Joseph Kabila, nous avions un budget de 4 milliards, 16 milliards. De 4 milliards, bien après, nous sommes arrivés à 6 milliards. On payait les fonctionnaires les 5. Les enseignants, aujourd'hui, au moment où nous faisons cette émission, c'est la fête nationale des enseignants. C'est la journée de l'enseignement dans notre pays. Les enseignants fêtent sans être payés. Sous Joseph Kabila, avec un budget de 4 milliards et 6 milliards de dollars, Augustin Matata pour le Premier ministre, nous avons créé des sociétés comme Congo Airways, avec des avions, des appareils viables. Avec Joseph Kabila, avec un budget de 16 milliards, nous avions acheté des matériels militaires pour vaincre le M23. Si aujourd'hui on parle de Sukhoi, on parle de chars T-174 et autres matériels importants sur le plan militaire, c'est parce que Joseph Kabila avait cet amour-là, avec un budget de 6 milliards de dollars, d'acheter cet appareil pour servir la nation et combattre l'ennemi.
avec un budget de 6 milliards de dollars ou 4 milliards de dollars, nous avons quand même eu à éponger la dette extérieure, nous avons quand même eu à entreprendre des œuvres de grande envergure en termes de routes, en termes de ponts, en termes de barrages et centrales hydroélectriques. Je vais vous donner le point. Le barrage de Katende, nous avons le barrage de Kakobola, nous avons le pont Luangue, nous avons le barrage des Zongo 2, qui a été complètement fini. Il ne reste que le transport de l'énergie jusqu'en Kinshasa. Donc, il y a des œuvres, il y a des choses qui sont palpables aujourd'hui que nous avons fait avec un budget de 16 milliards, de 6 milliards. Mais aujourd'hui, malheureusement, Nicolas Kazadi nous parle d'un budget de 16 milliards, alors que la République démocratique du Congo, qui n'avait qu'une dette de 800 millions et 1 milliard de dollars, mais chose en toto, la dette extérieure de notre pays est revenue à 10 milliards de dollars aujourd'hui. Donc, nous sommes un pays quémandeur. Nous quémandons 12 millions de dollars à gauche, nous quémandons 5 millions de dollars à droite. Dès que ces millions arrivent au trésor public, ces millions sont détournés en lieu place de servir la nation. Vous parlez d'un budget de 16 milliards. Demain, ça sera une journée internationale, une journée consacrée aux travailleurs dans notre pays. Les travailleurs congolais ne sont pas payés. Jusqu'aujourd'hui, au moment où nous faisons cette émission. Vous parlez d'un budget de 16 milliards de dollars. Le médecin, le professeur d'université, la bourse que nous avons initiée à l'époque de Joseph Kabila, avec un budget de 4 milliards à 6 milliards de dollars, il y avait des bourses dans des établissements publics, notamment l'UNIKIN, l'UIC, l'UPEN. Des bourses que l'État prenait en charge. Aujourd'hui, ces bourses n'existaient pas. Avec un budget de 16 milliards de dollars, nous avons laissé... Vous n'allez pas tout citer. Nous avons donné aux Congolais des bourses et esprit de vie. Parce qu'on estimait que des cercueils roulants qui tuaient les gens à Kinshasa ne pouvaient pas... Vous parlez des bus esprit ne pouvaient pas continuer à être utilisés pour l'honneur de notre pays, mais aussi pour l'honneur des Kinois. Et avec un budget de 6 milliards de dollars, Joseph Kabila, avec ses collaborateurs, avait mis à disposition de bus qu'on a donné aux Congolais pour la sécurité des Congolais, pour l'honneur de notre République, pour l'honneur de la ville de la Kinshasa. Aujourd'hui, s'il vous plaît, avec un budget, encore ces chapitres, avec un budget de 16 milliards de dollars, l'État est insauvable, l'État congolais est en faillite. Ceux qui ont travaillé pour mettre sur pied tout ce que nous avons aujourd'hui comme jeu de la francophonie en termes de prestations ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Nous avons rompu. Nous n'avons même pas rompu. La société Kenya Airways avait rompu les contrats unilatéralement avec la République démocratique du Congo concernant ces dossiers de leasing avec des avions que nous avons eu du fait de l'insolvabilité de la République démocratique du Congo. Nous avions une dette de 4 millions de dollars et l'État était incapable de payer ses dettes avec un budget de 16 millions. Dans ces pays, s'il vous plaît, on avait fait au championnat national. Ça peine que ce championnat a repris alors que nous avions un budget de 16 milliards de dollars. Donc, nous disons que c'est un budget utopique, c'est un budget qui n'arrive pas à répondre aux besoins de la population congolaise. Quelle est la position aujourd'hui de votre parti par rapport au traitement infligé au cardinal Fridolin Ambongo? Et vous aussi, comment appréciez-vous les homélies, les sorties médiatiques du cardinal, ces critiques vives à l'égard du pouvoir? Très cher Floride, ceux qui lisent, les Congolais qui lisent et qui ont pris le temps de lire l'histoire politique de notre pays, parce que l'histoire de ces pays est liée à l'histoire de l'Église, et surtout l'Église catholique. L'Église catholique a toujours été une église au milieu du village. C'est différent cardinaux, toujours au milieu du village. Même à votre temps, il était toujours. Cette église était au milieu du village, je le confirme. Mais vous, à titre personnel, votre parti a fait souffrir l'Église catholique aussi. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, quand Mobutu était au pouvoir, il y avait un certain Maloula et puis Etchao, bien après. Nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons connu le cardinal Etchao, et bien après, le cardinal Monsengo.
nous sommes ce parti du pouvoir. L'UDPS qui arrive au pouvoir aujourd'hui est arrivé au pouvoir grâce aux efforts de l'Église. Parce que nous étions au pouvoir, l'Église donnait ses paroisses sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à l'opposition pour faire des cultes. Après ces cultes, l'Église mettait deux moyens. Vous n'étiez pas d'accord avec ça? Non, non, l'Église mettait deux moyens humains pour accompagner les oppositions et les actions de l'opposition. L'Église, notamment les Thérèse Caparal qui ont été tués. L'Église a même une structure créée, le CLC, Communauté des laïcs catholiques, a travaillé d'arrache-pied pour accompagner les actions de l'opposition. Et Jean-Marc Aboul, que j'ai salé en prison, nous avait dit l'UDPS et l'Église, c'était du 50-50. Donc, aux efforts que l'UDPS avait mis pour arriver au pouvoir, il y avait du 50 made in UDPS et il y avait du 50 made in Église catholique. Et nous estimons que l'UDPS qui a été servi, qui a été nourri par l'Église, qui a été accompagné par l'Église catholique, devait avoir beaucoup de respect pour cette Église une fois arrivé au pouvoir. Mais le contraire, c'est l'UDPS aujourd'hui qui crache sur l'Église, qui crache sur la main qu'il avait aidé hier à l'opposition. Mais l'Église doit prêcher la parole. L'Église fait la politique aussi. Le cardinal Monsengo, oui, paix à son âme, était un orateur tranchant, un prédicateur tranchant, percutant, remettait à l'ordre notre régime à l'époque. Mais vous n'acceptez pas ça? Non, non, on acceptait. C'était des bonnes guerres. Il était dans son rôle en tant que... Ah, c'est son rôle. C'est son rôle. Dans ce que fait aujourd'hui Fridolin, c'est son rôle. Oui, c'est son rôle d'interpeller ceux qui dirigent, de faire mieux, de faire davantage le bien, de servir la population, d'arrêter de détourner, d'arrêter d'instrumentaliser la justice, d'arrêter de manipuler de jeunes qui sont qualifiés aujourd'hui comme constitués aujourd'hui dans une bande qu'on appelle milice force du progrès, qui terrorise des opposants, qui terrorise la population ici dans la ville de Kinshasa. Les cardinaux Lambour, on leur demande: soyez au milieu du village, travaillez pour la nation. La nation nous appartient tous. Nous sommes fils et filles de cette république. Nous devons nous regarder en face. S'il y a des problèmes, nous devons travailler main dans la main pour que ce pays aille de l'avant. Mais qu'est-ce qu'il a fait des... Mais il est accusé de tenir des propos qui soutiennent les mouvements. Je ne vois pas ces propos qu'on qualifie de propos qui tendent à soutenir l'ennemi. Je n'ai pas vu ces propos. Si nous revenons dans les contextes qui étaient les nôtres, et qu'aujourd'hui, le cardinal Ambongo revêtait la posture de cardinal Monsengo, nous pensons qu'on va arrêter Manu Militari, le cardinal Ambongo, les jeter en prison. Parce que, lui, il est un peu doux. Parce que Ambongo est doux, il est tendre dans ses prises de parole. Ambongo est encore élégant dans sa façon de s'adresser aux Monseigneur Monsengo était radical. Monseigneur Monsengo, non seulement radical, mais tranchant et percutant, pointu dans ses analyses. Est-ce qu'à votre époque, dans 16 homélies, il était percutant. Et imaginez, c'était pendant une période, je crois, d'une année, les homélies qui étaient tenues dans toute le paroisse catholique de la République démocratique du Congo, ce sont des homélies qui provenaient du cardinal Monsengo, qui écrivait et qui envoyait au curé de les lire. Et quand vous prenez à l'époque ces homélies, c'était les homélies contre les régimes, contre le pouvoir de Joseph Kabila. Mais la même personne était le père spirituel de l'épouse de Joseph Kabila. Nous l'accueillons aux activités du parti, aux activités de la famille politique avec joie, parce qu'on estimait qu'il était dans son rôle. Donc le régime est intolérant envers l'Église. Aujourd'hui, le régime est intolérant envers l'Église, et surtout, le régime devait se souvenir de bienfaits de l'Église pour qu'aujourd'hui, qu'ils arrivent au pouvoir. Les régimes en place devaient se dire que tous les régimes
que ce soit en Afrique ou quand nous rentrons un peu en arrière dans le monde, qui se sont confrontés à l'Église catholique, ces régimes sont tombés et l'Église est restée la même. L'Église est restée constante à ses valeurs. L'Église est restée constante à ses missions. Nous demandons aujourd'hui, malgré tout ce que Monseigneur avait dit ou avait fait contre le régime de Joseph Kabila, il n'a jamais été traduit devant la justice. Il n'a jamais été interpellé. Il n'a jamais été visé par une information judiciaire. Visé par une information judiciaire. Jamais. Jamais. Il n'a jamais été chassé de salon VIP de l'aéroport d'Ndjili. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de toucher le bas, le plafond. On chasse le cardinal Ambongo, qui devait prendre son avion pour Rome, des salons VIP de l'aéroport d'Ndjili. Bien après, c'est une information judiciaire qu'on demande que la fameuse information judiciaire soit traitée avec célérité. Nous nous posons des questions. La République démocratique du Congo, en tant que nation, est en train de perdre ses valeurs, est en train de perdre cette lettre de noblesse. Parce que les cardinals qu'on est en train de vilipender, ne pas seulement les cardinals de la République démocratique du Congo, cher Floride. Ambongo représente le Congo-Brazza. Ambongo représente aussi l'Angola. Ambongo, en lui seul, en tant que cardinal, représente, je crois, 5 à 7 pays au niveau de la sous-région. Nous devons du respect, nous devons de la valeur, de la considération à ces cardinals. Parce que il y a même des militants de l'UDPS qui s'étaient hasardés à l'époque. En toute sorte de l'UDPS, avaient pris machette, couteau, pierre, je ne sais pas, pour aller caillasser les centres Linongue, la résidence officielle du cardinal. Aucune condamnation de l'UDPS. Aucun document sanctionnant ces cadres de l'UDPS. C'est honteux et c'est affreux pour une république. Alors, il vous demande... Alors, je voudrais finir avec cette question, cette émission, puisqu'il y a beaucoup de questions. Je crois que cette émission devrait être divisée en deux, subdivisée en deux, pour pouvoir terminer toutes les questions liées à l'actualité. Aujourd'hui, la situation sécuritaire, les aspects sécuritaires, la guerre à l'Est, pour vous, la solution passe par quoi? La solution passe et passera par la puissance des armes. Ça veut dire qu'il faut mener la guerre contre les groupes armés ou contre le Rwanda? Oui. Nous l'avions dit à l'époque que les options qui ont été levées concernant la guerre à l'est de la République ont été des options populistes et fantaisistes. Mais aussi, le régime vous accuse d'avoir infiltré l'armée. Cette armée que vous avez louée au cours de cette émission, je vais vous répondre. Il y a des étrangers à l'intérieur. Je vais vous répondre, très cher Floride. Oui. Nous avions fait la guerre au M23 avec Joseph Kabila Kabange. Il y avait une volonté manifeste du chef de l'État, son gouvernement, ou ses différents gouvernements, de travailler pour la paix. Les options claires ont été levées. Les moyens ont été mis. Les hommes ont été choisis pour qu'enfin, nous puissions gagner la guerre à l'époque. Chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Ah bon? À l'époque, je venais de le dire tantôt, nous avions à peine un budget de 4 milliards, 5 milliards de dollars. Mais nous avons pu acheter des armes, des avions, des chars de combat. Et nous avons vaincu le M23. Ils sont où tous ces matériels que vous avez achetés? Mais on continue à les utiliser jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi on n'arrive pas quand on vous parle que non, un appareil Sukhoi a été atteint à Goma, c'est-à-dire les matériels achetés par Joseph Kabila continuent à servir la nation jusqu'aujourd'hui. Mais le problème, c'est au niveau des options politiques. À l'époque, quand cette histoire du M23 a commencé, nous avions dit que l'état de siège ne servait à rien. Vous avez condamné ça? Nous avions condamné. Nous avions même donné des propositions en tant que famille politique. Nous avions même pondu un communiqué du FCC donnant des pistes et des solutions pour répondre à la question de la guerre. On ne nous avait pas écouté. Dans l'état de siège a été un obstacle?
a été non seulement un obstacle, une décision populiste, une décision qui n'a rien apporté sur le plan d'efficacité pour mettre fin à la guerre. Mais si le président de la République... Au-delà de cet aspect de l'état de siège, nous avions condamné l'arrivée des forces armées étrangères sur notre sol. Nous avions condamné l'adhésion de la République démocratique du Congo dans l'EAC. Nous avions dit à l'époque... Mauvaise décision. Mauvaise décision. Nous avions dit à l'époque que nous avons des partenaires traditionnels, ceux qui ont accompagné la République démocratique du Congo pendant plusieurs étapes que nous avons eues. Des moments de frottement, des moments de guerre. Nous avons la SADC, nous avons plusieurs structures. Nous avons des hommes et des femmes capables aujourd'hui de mettre fin à cette guerre. On ne nous avait pas écoutés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous regarder en face, chère Floride, pour faire le bilan de l'état de siège? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se regarder en face pour faire le bilan de l'adhésion de la République démocratique du Congo dans l'EAC? L'EAC, tout le monde est d'accord que ça a été une erreur. Alors, la deuxième erreur fatale et monumentale, je dirais même gravissime, c'est le choix tactique de choisir ses adversaires pour combattre l'ennemi. C'est-à-dire? Nous avions dit que nous ne pouvions pas faire confiance à l'Ouganda, nous ne pouvions pas faire confiance à tous ces pays que nous avons qualifiés comme pays amis pour mettre fin à la guerre. Alors que ces pays avaient déjà des relations, de très bonnes relations avec le Rwanda, et que c'était juste pour nous une question de temps. Ces personnes ou ces hommes qui constituent des forces avec le Rwanda devaient nous quitter pour telle ou telle raison. On ne nous avait pas écouté. Aujourd'hui, quand cette histoire de M23 a commencé, les troupes du Rwanda, les premières troupes du Rwanda qui sont arrivées sur le sol congolais sont passées par le Rwanda. Donc, les choix de l'Ouganda comme partenaire pour mettre fin à la guerre de l'Est, c'était un choix fatal qui n'a pas payé. Donc ça veut dire que toutes les options qui ont été prises jusqu'ici ont été des options suicidaires. Suicidaires et des options populistes qui n'ont rien apporté en termes d'efficacité. Déjà, le fait d'avoir des armées étrangères, 8 ou 9 sur notre sol, ces armées avaient, d'une manière ou d'une autre, influencé la manière de se comporter de nos hommes, de nos compatriotes voyant cela sur le terrain. On avait plus donné de l'importance aux forces armées de l'IAC qu'à notre armée. Ça avait créé, à l'époque, cela avait créé une sorte de léthargie, une sorte d'anéantissement, désengagement de nos forces armées au front. On avait dit que ce n'était pas une solution salvatrice et qu'on devait rectifier les tirs. Ça n'a pas été le cas. Nous avons évolué aujourd'hui. Le M23, on nous dira que ce mouvement qui a été vaincu par Joseph Kabila, le même mouvement a été convié ici à Kinshasa par le gouvernement en place. Nous avons martelé sur cette question. Le président a toujours... Nous avons demandé... Non, il a accepté bien après. Référez-vous au point de presse que le chef de l'État... Je crois qu'il a cité le ministre de l'Intérieur de l'État. Le chef de l'État va dire... Oui. Certes, ces dirigeants du M23 sont arrivés à Kinshasa, non pas par son invitation. Exactement. L'invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Exactement. Membre de son gouvernement, membre de sa famille politique. Mais les gens ne se posent pas la question. La guerre qui a été déjà vaincue par le force loyaliste, le M23 qui était un mouvement quasi inexistant, un mouvement détruit par le force loyaliste, qu'est-ce qui avait motivé un vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, membre du gouvernement, membre de la famille politique du chef de l'État, de rappeler ces gens à Kinshasa? C'est quoi la réponse à votre avis? Ces gens arrivés à Kinshasa n'ont pas fait 2 jours, 3 jours, autant de temps, mais ont fait plus de 9 mois. Qu'est-ce qu'ils devaient faire à Kinshasa? C'est quoi l'objet de leur arrivée ici? On ne nous a jamais donné la réponse. Donc nous disons, aujourd'hui, si l'homme 23 existe, si ce mouvement a refait surface, c'est du fait de l'Union sacrée, c'est du fait de l'UDPS,
c'est du fait de M. Gilbert Kankonde, vice-premier ministre, ministre du gouvernement, sous Félix Tshisekedi, qui avait convié ces personnes parce que, après leur retour de Kinshasa, que ces hommes et femmes ont pris des armes pour nous attaquer. Nous donnons plusieurs raisons de leur contact avec Gilbert Kankonde, mais aussi certains cas de l'Union sacrée. Voilà. Donc, vous voyez aujourd'hui que nous sommes dans une affaire IDPS, Union sacrée, Gilbert Kankonde, mais aussi nous sommes dans une sorte de conflit entre partenaires, mais un conflit qui avait mal commencé ou qui avait bien commencé, qui s'est mal terminé. Merci beaucoup, Jean-Serge Tiben. Merci d'être venu sur ce plateau pour commenter l'actualité politique avec nous, même si nous avons pu avoir assez de temps, pour finir à ce sujet. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir.